Et nous allons maintenant voir avec cette troisième table ronde, après la protection du peuple palestinien, après faire appliquer le droit international, maintenant nous allons voir comment imposer l'autodétermination au peuple palestinien, du peuple palestinien. Pour cela, cette table ronde sera modérée par Sarah Grira, qui est rédactrice en chef à Orient 21, et nous accueillons Franck Barra, coordinateur du tribunal Russell sur la Palestine, Ziad Majed, politiste franco-libanais et professeur universitaire, spécialiste du Proche-Orient, Rima Hassan, députée européenne et juriste en droit international, et Loubna Chomali, représentante de l'ONG Badil de défense des droits des réfugiés palestiniens. Merci de toutes et tous éteindre vos portables ou les mettre en mode avion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous ce soir. Merci Anne pour la présentation. Alors, petite anecdote pour faire un peu le lien avec la précédente table ronde et nos amis de Jurdi. Il y a 2 jours, j'étais invitée à une conférence à l'Université Paris-Saclay par notre ami Raphaël Maison, qui est aussi donc juriste agrégé en droit international et membre de Jurdi, justement. Il y avait pas mal d'étudiants et d'étudiantes en master droit international en face de nous. Donc, non seulement nous avons les excellents, les brillants juristes que vous avez pu entendre dans la précédente table ronde, mais en plus, la continuité est déjà assurée. Et on lâche rien. Pour cette table ronde intitulée imposer l'autodétermination du peuple palestinien, on va essayer, alors après justement le constat qui a été dressé et puis les pistes en fait qui ont été identifiées, essayer de continuer à réfléchir ensemble concrètement à des perspectives de mobilisation dans le but justement d'atteindre l'autodétermination du peuple palestinien. Alors, j'entends à quel point il est difficile aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, à Jérusalem, entre le génocide, le nettoyage ethnique, à quel point il est difficile de se projeter. Mais il est important aussi de dire que nous ne sommes pas juste dans une position défensive où le seuil de nos ambitions est d'arrêter le génocide, mais vraiment que notre objectif final reste d'abord et avant tout l'autodétermination du peuple palestinien. Alors on va essayer de réfléchir ensemble en fait aux perspectives possibles, comme je disais, de cette autodétermination. Alors ne vous attendez pas à des solutions miracles, ce n'est ni le lieu ni notre rôle de le faire, mais comme je disais, d'essayer quand même d'identifier des moyens de mobilisation concrète. Et pour essayer de réfléchir, se projeter, il faut d'abord comprendre de quoi l'on parle. Du coup, je commencerai à ma droite avec Ziad Majed, à qui je vais demander de nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on entend par l'autodétermination, à la fois sur le plan juridique, à la fois sur le plan politique aussi, parce que ce n'est pas forcément la même chose, toi qui es politiste, et puis aussi l'évolution peut-être de cette notion à travers l'histoire. Merci Sarah et bonsoir à toutes et à tous. En fait, si tu permets, je vais tenter d'évoquer trois axes peut-être. Le premier, c'est comment cette évolution d'autodétermination a eu lieu. Est-ce vrai que les Palestiniens ont toujours été occultés de ce droit-là, théoriquement et au niveau des mesures prises à la fois par Israël, mais aussi au niveau des complicités occidentales, notamment britanniques, après la déclaration de Balfour, et puis de parler comment Israël, en fait, tente de rendre l'autodétermination une procédure extrêmement difficile pour le peuple palestinien, en non seulement brisant la continuité territoriale, mais également en créant 5 statuts différents par rapport aux Palestiniens, afin d'empêcher la construction d'une identité. Ça n'a pas marché, mais c'était
ça l'objectif, et c'est ce qu'on avait qualifié depuis très longtemps de politicide. C'est le génocide politique, c'est-à-dire cette idée de ne pas permettre à une autodétermination d'avoir lieu, à une identité palestinienne de se traduire en un État, en une entité politique, avec une terminologie à laquelle les Britanniques d'ailleurs avaient déjà contribué dès 1917, voire avant. Donc juste pour la question de l'autodétermination, et très rapidement, je vais profiter de les messages qui ont été très rapides et efficaces durant la séance précédente. C'est une évolution à partir du XVIIIe siècle, qui était plutôt une idée morale, l'idée de la liberté collective, d'un certain destin collectif, qui va se traduire politiquement avec la montée des nationalismes tout au long du XIXe siècle, en une idée politique. Et puis, véritablement, c'est avec Wilson, le président américain, et avec la Société des Nations, qu'on évoque la question de l'autodétermination d'une manière internationale, universelle, sans que ça se traduise en une série de lois ou sans que ça soit élaboré, même au niveau de la déclaration de la Société des Nations. Et de toute façon, ça a coïncidé par rapport à la Palestine et par rapport au Proche-Orient, avec l'effondrement de l'Empire ottoman, avec le début officiel du colonialisme européen, qu'on a appelé les deux mandats français et britanniques. Et tout de suite, cette question de l'autodétermination par rapport aux Palestiniens va être oubliée, d'ailleurs par rapport à tous les peuples de cette région, va être oubliés, ils vont être exclus de leur droit de décider de leur propre sort, de leur propre construction nationale, du destin politique, de cette volonté politique, puisqu'il va y avoir un mécanisme mandataire. La Grande-Bretagne et la France vont se considérer les deux responsables de la maturité politique des peuples dans la région. Et dans le cas palestinien, évidemment, il y avait la déclaration de Balfour et toute la politique britannique par rapport à l'immigration juive européenne et donc au projet sioniste dans la région, ce qui fait que la question a été pendant très longtemps occultée, elle a été négligée, et même quand en 1945, avec la Charte des Nations Unies, la question devient juridique, la question à l'autodétermination, et puis à partir des années 1960, elle fait partie de tout un logiciel politique qui relève des luttes décoloniales, qui relève de la décolonisation en général. Ça ne va pas être directement adopté s'agissant de la Palestine, sauf qu'on oublie souvent qu'il va y avoir une résolution très importante qui a été souvent écartée du débat sur la Palestine, et je lis ces termes. C'est une déclaration de 1974, la résolution 3236 des Nations Unies, qui dit « Le peuple palestinien a un droit inaliénable à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté nationale ». Et un autre article enchaîne par rapport au droit de retour qui était déjà évoqué dans la résolution 194 de 1949. Donc on a ce qu'il faut au niveau des Nations Unies, au niveau du droit international, pour parler de l'autodétermination, que ce soit d'un point de vue théorique ou d'un point de vue relié à la question palestinienne, à la territorialité palestinienne, mais c'est la volonté politique qui a toujours manqué, et ça, je pense que c'est aussi au cœur de la précédente discussion sur le génocide. Il y a le temps, c'est vrai, de la justice qui est long, qui est lent, qui est frustrant. Il y a un génocide en cours. Il peut y avoir encore des dizaines de milliers de morts avant que la justice puisse enfin trancher ou s'exprimer d'une manière définitive ou décisive. Mais politiquement parlant, tant qu'il n'y a pas une volonté, et je pense que mes collègues vont parler de cela, de transformer une résolution onusienne en principe universelle, une valeur ou une idée qui a pendant très longtemps hanté les penseurs de différentes sociétés et de différents corps politiques. Tant qu'il n'y a pas cette volonté, ça va rester à la fois une résolution. Le peuple palestinien a été occulté, invisibilisé. Et là, je passe rapidement par rapport à la terminologie qui a toujours contribué à cette volonté d'invisibiliser le peuple palestinien. La déclaration de Balfour, d'ailleurs, en 1917, qui est très courte, c'est un paragraphe, on qualifie les Palestiniens, qui étaient plus de 90% encore en 1917 de la Palestine historique, on les qualifie de non-juifs.
Il n'y a aucune référence à leur identité, il n'y a aucune référence à ce peuple-là et à sa terre. D'ailleurs, le terme exact utilisé, les collectivités non juives existantes en Palestine. C'est ainsi que la Grande-Bretagne définit les Palestiniens, qui, encore une fois, étaient plus de 90% de la population. Cette même logique qu'il y a dans sa terminologie des objectifs politiques va se poursuivre avec toute la terminologie ou la littérature politique israélienne traitant des Palestiniens. Jamais le terme palestinien n'a été utilisé jusqu'aux négociations, voire jusqu'à Oslo officiellement, puisque toujours c'était l'idée que ce sont des Arabes. Donc les Arabes, ils peuvent vivre dans n'importe quel pays arabe. Ça a été toujours d'ailleurs un argument israélien, sioniste, qu'il y a 21, 22 pays arabes. Pourquoi ils veulent rester ici? Les qualifier tout le temps d'Arabes avait cet objectif-là de nier leur autodétermination, leur droit à cette autodétermination, étant donné qu'ils peuvent se déplacer dans un monde arabe assez vaste, où ils ont exactement la même identité qui est détachée d'une terre, d'une histoire, d'un ciel, de traditions, de dialectes, etc. À cela s'est ajouté avec le temps, et je vais m'arrêter là, Sarah, à cela s'ajoute ce qu'on voit depuis de longues années maintenant, bien avant le génocide en cours à Gaza, c'est comment considérer qu'il y a à la fois des Palestiniens de l'intérieur qui sont devenus citoyens d'Israël, qui subissent la discrimination, qui subissent des mesures d'oppression parfois, qui n'ont pas les mêmes droits de propriété, de mobilité, etc. Donc ça, c'est un statut. Il y a les Palestiniens de Jérusalem-Est qui sont sous occupation. Eux, ils n'ont ni la citoyenneté israélienne, ni il y a un passeport ou une carte d'identité. Il y a des cartes de résidence à Jérusalem-Est, donc c'est un autre statut. Ces cartes peuvent être retirées selon certaines conditions et il y a toujours des confiscations de biens, des pressions afin que ces gens-là quittent, soient obligés au départ. Troisième catégorie en Cisjordanie, alors là on parle aujourd'hui de plus en plus de l'apartheid parce que c'est à la fois la séparation au niveau de l'espace. Il y a des autoroutes, il y a des lieux qui sont exclusivement pour les colons et pour l'armée israélienne. Il y a la loi qui est différente entre une loi militaire et entre tout ce qui est de la loi qui gère les colons, la loi civile israélienne. Donc, une séparation qui, à la fois, est physique, mais aussi au niveau de la loi. Puis, quatrièmement, il y a Gaza. Gaza a toujours été un territoire occupé. Ça a été rappelé avant, assiégé, et puis depuis 2023 subit un génocide. Et l'idée, c'est donc de passer à une solution finale, à une extermination d'une partie de la population afin de pousser le reste à un départ. Et puis cinquième, c'est les réfugiés. C'est d'en finir aussi avec l'UNRWA qui les représente ou qui incarne dans un sens leur cause, donc de considérer que ces réfugiés-là doivent rester là où ils sont, que le droit de retour ne peut pas s'appliquer parce qu'ils menacent l'identité d'Israël. Et donc, à travers cela, toute l'idée de l'autodétermination est rejetée et la politique israélienne, historiquement, a été conçue en partie pour rendre l'autodétermination une demande dont la praticabilité ou dont la possibilité politique impossible ou du moins extrêmement compliquée, d'où l'importance du travail politique, du militantisme politique, du travail juridique, afin de rendre cela une possibilité. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vois que... Non, mais c'est parfait parce que tu as très bien... C'est parfait parce que tu as fait le travail à ma place, tu as déjà préparé la transition, puisque déjà merci donc pour cette première présentation et on reviendra sur certains points que tu as évoqués, notamment la question de droit au retour. Je pense qu'il y a plus d'une personne ici qui pourrait en parler dans ce panel qui est effectivement extrêmement importante, la question des Palestiniens de la diaspora. Mais puisque tu as parlé de la situation sur tout le territoire de la Palestine historique, je vais donner la parole à Lubna Choumali, donc
donc de l'ONG El Badil, qui va justement nous expliquer comment se traduit en fait cette volonté ou cette ambition d'autodétermination concrètement sur le territoire de la Palestine historique. Et donc chez tous les Palestiniens dont Ziad, tu viens d'identifier les statuts. Thank you. Good evening, everyone. Able to understand how to appropriately apply. Afin de comprendre comment on peut faire jouer le principe de l'autodétermination du peuple palestinien, eh bien, il faut d'abord comprendre quelles sont les racines les souffrances du peuple palestinien. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'organisation que je représente, l'organisation non gouvernementale Badil de défense des droits des réfugiés palestiniens. Badil a été fondée 5 ans après la conclusion des accords d'Oslo, et en arabe, cela veut dire alternative. C'est une ONG qui a été fondée à la demande des personnes déplacées et des communautés déplacées, ainsi que les personnes vivant dans les camps de réfugiés. Il s'agissait donc de représenter et défendre les droits des Palestiniens réfugiés, déplacés et en exil. En effet, ces Palestiniens, ces communautés palestiniennes ont eu le sentiment que leur situation, leur statut avait été mis de côté, et ce parce que la question donc du droit des retours des réfugiés palestiniens avait été reportée à une étape ultérieure des négociations. Donc il fallait, à leurs yeux, qu'il y ait une organisation qui soit créée de manière délibérée et spécifique, et ce afin de promouvoir et défendre leurs droits en vertu du droit international. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons donc de défendre les droits des Palestiniens en général, et plus particulièrement des personnes déplacées et des réfugiés, et ce en application donc des différentes conventions applicables. Nous n'essayons pas ici donc d'appliquer le droit humanitaire international, c'est-à-dire le droit des conflits. Nous nous intéressons également au droit international des droits humains, au droit international des réfugiés, et ainsi qu'au droit pénal international. Lorsque nous regardons les différents cadres réglementaires applicables, eh bien, nous essayons de voir qu'est-ce qui s'applique au régime israélien et à la situation des Palestiniens. Et nous voyons à chaque fois que nous sommes confrontés à 3 piliers, donc le transfert forcé, la colonisation et l'apartheid. Et lorsque l'on regarde donc dans ces 3 piliers, on va voir que le déplacement des populations palestiniennes, ça n'a pas commencé en 1967, ça n'a pas commencé en 1995 avec Oslo, ça n'a pas commencé en 2023 avec la commission du génocide, cela a commencé en 1907 avec l'occupation britannique et la constitution du mandat britannique. Et pendant la période du mandat, 140 000 Palestiniens se sont vus ôter leur nationalité palestinienne, et du coup, et ce, sur décision des autorités britanniques, et donc ils sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Et puis en 1948, nous avons 40 à 60 000 personnes qui sont devenues donc des personnes déplacées, tandis que 140 000 Palestiniens sont devenus des réfugiés. Et puis, il y a eu donc l'afflux de toutes ces personnes juives qui sont venues s'installer en Palestine, et ce, dans un but colonial. Donc, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a un système de domination qui qui repose sur des piliers coloniaux et ainsi que sur un pilier que l'on peut apparenter à un apartheid. Et dans ce cadre, il y a eu des crimes de guerre ainsi que des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Et donc, si on veut véritablement qu'il y ait une prise en charge de la commission de ces crimes par la communauté internationale, eh bien, il faut qu'il y ait reconnaissance de ces crimes et qu'il y ait également la volonté d'imposer des sanctions. Mais on va revenir là-dessus. De manière générale, la communauté internationale a traité la question de Palestine comme une question
de conflit national, c'est-à-dire que c'est une question qui porte sur deux parties belligérantes, deux forces équivalentes, les Palestiniens et les Israéliens. Mais la réalité, c'est que nous ne parlons pas ici d'un conflit. Là encore, nous parlons d'un système, un système de domination, de nature oppressive, répressive et coloniale. Mais parce que nous avons cette résistance, nous avons déjà parlé donc de cette absence de volonté politique au cours des précédents panels, et par conséquent, il y a une réticence à identifier et reconnaître ces raisons profondes. Au lieu de cela, la communauté internationale a préféré travailler sur la question depuis une perspective de droit militaire international et d'aide humanitaire. Donc, au lieu de traiter les origines politiques de la situation, on préfère plutôt la béquille d'apporter donc de l'aide alimentaire à Gaza. Et on oublie l'autre volet de la situation, l'autre versant de la situation, à savoir les droits fondamentaux des Palestiniens, y compris le droit à l'autodétermination politique et économique. En ignorant ces dimensions, en délégitimisant ces causes profondes, ainsi que l'a dit Ziad, eh bien, la communauté internationale s'est donné un certain nombre d'excuses, ce qui lui permettent de ne pas faire face à ses obligations, à savoir d'imposer des sanctions sur le régime israélien. Donc, ils ont accordé l'impunité à Israël et à son régime, et un certain nombre d'États, y compris la France, sont complices dans la commission de ces violations. Donc la communauté internationale, y inclut le gouvernement français, entre autres, assume une responsabilité qui n'a pas commencé avec le génocide. Cela remonte plus loin, cela remonte à 1948 avec la reconnaissance du régime israélien en tant qu'État. Donc, ils ont apporté légitimité à une situation où il y avait une illégalité. Ces trois piliers, donc transfert de population, de déplacement forcé, de colonisation et d'apartheid, qui sont donc des situations continues, il y a une diaspora de 14,9 millions de Palestiniens dans le monde et ils représentent le peuple palestinien. On parle donc ainsi des 7,3 millions de Palestiniens qui se trouvent à l'intérieur de la Palestine. Et quand je dis à l'intérieur de la Palestine, je veux dire des deux côtés de la ligne verte, c'est-à-dire la Palestine colonisée en 1948 ainsi que la Palestine qui a été colonisée en 1967. Mais nous parlons également des 7,6 millions de Palestiniens qui vivent en exil. Sur ces 14,9 millions de Palestiniens, 9,76 millions de Palestiniens déplacés qui sont soit réfugiés ou alors déplacés à l'intérieur des frontières de la Palestine historique. Et c'est pour cela que la question du droit au retour est une question fondamentale en regard de l'autodétermination. Cela représente 70% des Palestiniens, deux tiers des Palestiniens. Cela veut dire que 7 Palestiniens sur 10 ont connu le déplacement au moins une fois au cours de leur vie, tandis que certains d'entre eux l'auront connu à plusieurs reprises. Et il y a de très fortes probabilités pour que le Palestinien qui soit un réfugié soit également une personne déplacée. Si l'on regarde par exemple la bande de Gaza, donc plus de 80% des habitants de Gaza sont des Palestiniens déplacés suite à la création d'Israël en 1948 et ils ont connu plusieurs mouvements de déplacement. Cela représente 8,88 millions de réfugiés
Et 870 000 déplacés. Très bien. Je vais donc aborder la question de l'autodétermination et de comment elle peut être obtenue. Si on part du principe du droit inaliénable des Palestiniens à l'autodétermination, eh bien, il faut répondre à qui est concerné. Eh bien, ce sont donc les millions de Palestiniens à l'étranger et en Palestine. Maintenant, pour ce qui est où, c'est dans la patrie palestinienne, c'est-à-dire le territoire qui va de la rivière à la mer. Comment obtenir cette autodétermination en l'absence d'une reconnaissance du droit au retour des réfugiés et des personnes déplacées? Parce que comment voulez-vous pouvoir mettre en œuvre l'autodétermination des Palestiniens si on leur donne, s'ils n'ont pas la jouissance de leur droit au retour? Il faut donc avoir une approche qui permette de démanteler le régime d'apartheid israélien dans toute la Palestine du mandat britannique. Nous devons également remédier à l'impact de ces lois coloniales et de ces pratiques coloniales de l'apartheid et qui ont restreint les droits des Palestiniens. Et il faut donc pouvoir garantir le droit au retour, le droit à la restitution et le droit à l'indemnisation. Et ensuite, il faudra regarder également, et il faudra enfin mettre en place un régime des droits humains qui respecte les droits de tous et qui mette en place également un système de réconciliation et de justice. Merci beaucoup, Lubna. Nous allons revenir pour discuter de cette question plus tard. On vient de parler de ce qu'il en était en Palestine, sur le territoire de la Palestine historique. Comme on le dit depuis le début du génocide à Gaza, cette guerre génocidaire sur Gaza est une guerre occidentale par excellence, dans le sens où Israël en est le bras armé, mais on sait tous la responsabilité des pays occidentaux là-dedans, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, dans le fait d'armer Israël, dans le fait de continuer à le traiter comme un pays tout à fait respectable, comme une démocratie, la seule démocratie du Proche-Orient, paraît-il. D'ailleurs, cela fait du bien d'entendre parler du régime israélien. Le fait aussi de le soutenir politiquement, donc de lui garantir un soutien politique activement ou passivement, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et puis d'autres formes justement d'impunité dont Israël bénéficie. Notamment en fait sur le plan, je veux dire, social, culturel, le fait qu'Israël soit traité comme n'importe quel pays en ayant le président israélien qui vient au JO, en ayant une délégation israélienne en France, Israël qui participe à l'Eurovision, etc. Et de ce point de vue, du coup, il est important de réfléchir à quelle est la responsabilité et qu'est-ce qu'il y a à faire justement du point de vue européen, français et européen, sur cette question d'autodétermination des Palestiniens. Alors on va commencer avec toi, Rima Hassan. J'aimerais ouvrir une très légère parenthèse avant de te donner la parole. Il y a quelques jours sur Orient 21, nous avons publié un texte sur l'invisibilisation des chercheurs palestiniens dans les médias, qui était signé Thomas Vescovi et Insaf El-Zeghi, et où on disait l'importance de considérer en fait les chercheurs palestiniens dans leur double identité, à la fois comme palestiniens et comme chercheurs, et qu'ils avaient de la légitimité, qu'ils étaient légitimes avec ces deux statuts-là. Et de la même manière, je pense qu'il est très important et
très utile de rappeler que de même qu'on peut être chercheur et palestinien, journaliste et palestinien, on peut aussi être juriste, députée européenne et palestinienne, et que ça n'enlève rien à la légitimité de la parole qu'on porte. Ceci étant posé, la question est que peut aujourd'hui le droit et la politique sous sa forme institutionnelle en fait pour donc dans la perspective d'aider ou d'aller vers l'autodétermination du peuple palestinien, donc notamment au niveau du Parlement européen et aussi du droit international en fait. Quelles sont les pistes qu'il y a à creuser dans ce sens-là? Merci beaucoup et merci infiniment de votre accueil. Alors, je vais essayer de faire vite parce que j'ai cru comprendre qu'on avait chacun 8 minutes. Il y aura un deuxième tour. Oui, donc sur cette question, ce qui est vraiment compliqué pour la cause palestinienne, c'est que dans un premier temps, il y a quand même une question de temporalité. C'est-à-dire que la cause palestinienne est une cause éminemment décoloniale, mais elle est dans un monde prétendument décolonisé. Donc le spectre aussi qui est celui des Palestiniens, y compris sur la question la plus sensible qui soit actuellement, à savoir la légitimité de la lutte armée, il y a un décalage avec ceux qui ont pu être historiquement les mouvements décoloniaux, qui ont pu, par contrainte, dans la grande majorité des cas, avoir recours à cette question de la lutte armée. Donc on voit bien que je vais le dire un peu vulgairement, mais la cause palestinienne, elle fait un peu tâche dans le monde, dans l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme l'ont très bien rappelé de nombreux chercheurs, c'est une des dernières causes décoloniales. Et donc, de ce point de vue-là, on est un peu en décalage, y compris sur la manière de le porter politiquement. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais dire. Ensuite, la question de l'autodétermination, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va s'imposer. La question qui se pose à nous, citoyens, politiques, chercheurs, militants, militantes, c'est à quel prix et quand ? Mais j'ai aucun doute sur l'issue politique qui sera favorable au peuple palestinien, c'est-à-dire le respect et la reconnaissance de leurs droits inaliénables et fondamentaux, le respect et la reconnaissance de leur liberté, le respect et la reconnaissance de ce qu'ils constituent en tant que peuple. Ça, j'ai vraiment aucun doute là-dessus, mais c'est vrai que la question qui se pose à nous au regard de la, j'ai pas envie de parler de dérive, mais au regard du suicide dans lequel est Israël et dans lequel il embarque les Palestiniens, et pas que les Palestiniens, il y a une urgence. Et c'est surtout la question du temps et le prix, le sacrifice, qui est celui surtout du peuple palestinien, qui s'oppose à nous aujourd'hui en réalité. Moi, avant de répondre à cette question, il faut qu'on déroule une question au préalable qui est à quoi bute la question de la perspective politique aujourd'hui, j'ai envie de dire post-Oslo, parce que Oslo était déjà une perspective politique. Mais nous sommes dans un monde qui n'a pas réussi à faire respecter Oslo. Et en ce sens qu'aujourd'hui, Oslo est un repère qui est plutôt obsolète pour les Palestiniens, enfin pour une grande partie. Et la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'il y aura après si nous n'avons pas suffisamment de partenaires visant à faire respecter ce qui a découlé d'Oslo, à savoir la reconnaissance d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Donc moi, la question que je me pose d'abord, c'est qu'est-ce qui bute avant de pouvoir réfléchir concrètement aux solutions. Donc je vais faire très rapide. Bien sûr, ça a été dit, il y a la question de l'impunité. Mais derrière cette impunité, il y a cette question de la complicité et de la passivité et de la culpabilité. Si on ne comprend pas le spectre aussi historique, politique, qui est celui des États européens, occidentaux, qui ont aussi un passif colonial, qui ont aussi du mal à reconnaître leurs propres crimes coloniaux. Comment est-ce qu'on pourrait attendre d'eux aujourd'hui d'être
parfaitement, d'un coup prendre la cape du lanceur d'alerte s'agissant des crimes coloniaux commis par Israël. Pour moi, il y a un continuum sur cette question de la colonialité. Et le deuxième élément, c'est bien sûr la culpabilité de la Shoah. Je peux vous donner un exemple très concret. Dans le cadre de mon travail dans la Commission des droits de l'homme au Parlement européen, je suis amenée à aller convaincre des députés, y compris à droite. Et donc, pour des textes ou pour des amendements qu'on aimerait porter. Eh bien, j'ai eu une discussion avec un député du PPE, qui est le groupe majoritaire de la droite. C'est un groupe très puissant, donc j'y reviendrai très brièvement aussi, mais sur le rapport de force dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui nous empêche d'avancer sur la question palestinienne. Mais ce député me dit, il était allemand, et puis il était de ce groupe donc parlementaire de droite. On discute une bonne demi-heure, et il me dit, mais sur tout ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord sur l'apartheid, je suis d'accord sur le génocide, je suis d'accord... Moi, je suis un peu surprise, je me dis, mais alors pourquoi vous n'agissez pas, puisque sur le fond, on est quand même a priori alignés, et qu'au Parlement, vous êtes plutôt en défaveur des choses qui se passent sur la question palestinienne. Il me dit, mais à cause de ce que nous avons fait, nous, Allemands. C'est pour vous dire que c'est pas juste une question qui est juste émotionnelle ou c'est aussi une question concrète politiquement. Quand nous avons un député européen d'un groupe qui est majoritaire, mais il y en a d'autres. Je veux dire, c'est pas que les députés qui viennent de l'Allemagne. Je veux dire, il y a une responsabilité, une culpabilité plus largement européenne sur ce qui a été fait à l'encontre des communautés juives européennes. Donc c'est vraiment ce cadre-là. Donc juste mon déroulé sur qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Il y a cette question de la complicité, de la passivité, derrière laquelle il y a aussi la question de la culpabilité sur deux éléments, la question coloniale et la question de la Shoah. Et nous avons aussi des éléments très concrets qu'il nous faudra quand même résoudre politiquement. C'est la question de la fragmentation. Ça a été dit, la fragmentation pas seulement territoriale. La fragmentation que subit le peuple palestinien, c'est une fragmentation imposée. C'est une fragmentation politique, d'abord territoriale, mais la fragmentation territoriale a donné lieu à deux autres fragmentations. Politique, qui est quand même non négligeable, quand on sait que par ailleurs Netanyahou et ses amis ont travaillé pour que cette fragmentation politique soit plus exacerbée. Et ensuite, il y a la fragmentation juridique. Le statut que mes parents, mes grands-parents, ou que moi j'ai eu quand je suis née dans un camp de réfugiés, est très loin du statut du Palestinien qui est en Cisjordanie, ou du statut du Palestinien qui est à Gaza, du statut du Palestinien qui vit en Israël, et du statut du Palestinien qui est à Jérusalem. Et ensuite, il y a la question de ceux qui sont dans la diaspora et qui finissent par ne plus être recensés nulle part aussi. Ça, c'est aussi un élément important. Donc il y a cette question de la fragmentation. Et ensuite, il y a une bataille de narratifs. Ça sera mon dernier point sur celui-là. Vraiment, je ne fais pas vite. Mais il y a une question de narratif. Moi, j'ai fait toute la campagne européenne en disant la première bataille qu'il faut qu'on arrive à gagner, c'est une bataille de narratif. Vous ne pouvez pas avancer sur tous les autres aspects si vous ne gagnez pas cette bataille de narratif de l'opinion, en resituant des vérités. C'est vrai que nous vivons dans un pays et plus largement dans un continent où Israël a une image très éloignée de la réalité. C'est-à-dire effectivement la seule démocratie de la région, un État démocratique. Si vous voulez, c'est souvent un État qui est présenté sous des aspects amélioratifs, là où la réalité qui est imposée au peuple palestinien nous tente plus à décrire cet État comme un État plutôt criminel, voyou, qui n'a de cesse de piétiner le droit international et qui doit forcément rendre des comptes. Et donc cette bataille de narratif, si vous voulez, c'est la première pierre de légitimité par la suite de la question politique palestinienne. Si on ne resitue pas que le peuple palestinien est d'abord un peuple colonisé, est d'abord un peuple qui s'est vu effectivement privé de ses droits fondamentaux inaliénables depuis la création de l'État d'Israël, et que l'État d'Israël
à gauche comme à droite, a toujours travaillé à la négation de l'identité palestinienne, a toujours travaillé à l'occupation avec plus ou moins d'intensité. Mais je veux dire, Rabin, Golda Meir et d'autres figures de la gauche ont eu des déclarations qui ne sont pas très éloignées des déclarations de Smotrich aujourd'hui. Je veux dire, Rabin, c'est celui qui a lancé l'opération qui consistait à briser les os des enfants de l'Intifada. Golda Meir, c'est celle qui a dit sur les territoires occupés qu'elle ne voyait pas à qui rendre les territoires occupés puisque les Palestiniens n'existent pas. C'est exactement ce que dit Smotrich aujourd'hui quand il dit que le peuple palestinien n'existe pas. Donc il y a quand même, si vous voulez, un continuum dans ce qu'a toujours été Israël vis-à-vis des Palestiniens, avec effectivement plus ou moins d'intensité et avec plus ou moins d'assouplissement avec les interlocuteurs palestiniens. Nous sommes aujourd'hui dans la période la plus rigide dans ce dialogue qui a pu par moments exister, mais qui n'existe quasiment plus au regard de ce qui se passe. Maintenant, très très rapidement promis, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, moi, j'ai posé un peu les éléments sur lesquels il nous faut avancer, qui est d'abord effectivement une question de bataille de narratif. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'est la Nakba, tout le monde comprenne le préjudice qui est celui du peuple palestinien depuis 1948, que tout le monde comprenne ce qu'est l'histoire du peuple palestinien, même antérieurement. Mais ça, comme on l'a dit, c'est le travail aussi des chercheurs, des journalistes, etc. Oui, donc mais politiquement, politiquement, c'est une bataille de narratif à mener. Je veux dire, au Parlement, je vous invite à regarder les débats. C'est ahurissant. Dans 80% des prises de parole, là, ça bouge un tout petit peu au niveau du centre. Mais à part la gauche, éventuellement les Verts, la manière dont le débat est présenté, la manière dont on articule politiquement la question palestinienne dans ces institutions européennes, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est une déshumanisation totale. Et donc les politiques qui suivent, si vous voulez, ces discours politiques, elles sont liées. Donc c'est aussi une question de narratif et de comment on articule la chose politiquement. Et juste sur le cadre international, aujourd'hui, ce qui nous bloque, je réponds du coup aussi pour boucler la boucle, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est que nous avons un cadre international qui est non coopératif, pour le dire gentiment. C'est-à-dire que nous avons des instances internationales qui sont totalement impuissantes au regard de ce qui se passe. Je crois que nous avons besoin d'une réforme des Nations Unies. Nous avons besoin que les Nations Unies soient à l'image de ce qui se passe, reflètent en tout cas les dynamiques qu'il peut y avoir dans nos sociétés. Récemment, j'ai rencontré quelques acteurs justement de droits humains à Genève. Et ils nous disaient c'était des réflexions qui étaient de plus en plus importantes, où la Société des Nations, ça ne doit pas juste les représentants des États, mais il faut aussi qu'il y ait une place qui soit réservée à la société civile, à des parlementaires, à différents, acteurs, et qu'on puisse, que nous puissions, en tant que société, pouvoir pénétrer ces espaces aussi et pouvoir jouer de la dynamique politique. Et juste vraiment une phrase de conclusion, l'Union européenne, sa grosse faiblesse, c'est qu'elle est en miroir de cet ordre international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dirigeants européens et les diplomates, les hauts fonctionnaires de la Commission, quand on pose la question palestinienne, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous, on se réfère aux résolutions des Nations Unies, à savoir 2 États, etc. Mais en même temps, ils ne se réfèrent pas à ces résolutions pour avancer sur la question des sanctions. Et c'est ça ma conclusion, c'est que ce que je peux vous témoigner après 1 an de mandat, c'est qu'il y a une urgence à avancer d'abord sur la question des sanctions, qui est le terrain propice pour aller sur la question de la perspective politique. Et donc l'autodétermination, pour moi, on aura sûrement un 2e tour, je pourrais développer, mais j'appartiens, je crois, à une génération pour qui le cadre politique le plus pertinent, c'est la question de l'apartheid. Et les revendications qui en découlent, c'est l'égalité de droit, comme ça a été dit. Voilà. Merci. Merci Rima Hassan. On va essayer de ne pas désespérer Billancourt. Et la responsabilité t'incombe, cher Franck, pour ce premier tour de table. On va
maintenant passer non pas du côté du pouvoir, des institutions, mais du côté des populations. Souvent dans les conférences, quand on va faire des conférences, etc., on a souvent cette question de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors nous, à notre niveau journaliste, on dit aux gens, déjà informez-vous, outillez-vous pour que vous sachiez répondre, vous compreniez ce qui se passe, etc. Mais je pense qu'il est, et Pierre Galland le rappelait tout à l'heure, il est vraiment important de rappeler aux personnes ici, aux citoyens, et ça a été aussi rappelé par Johan Sophie tout à l'heure, qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Ce sont des citoyens qui votent, qui consomment, et qu'à ce titre, ils peuvent aussi faire quelque chose, et on ne peut pas juste aller manifester quand Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau nous le permet, et en rester là. Donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont les perspectives et est-ce que tu peux aussi nous citer des exemples de mobilisations qui ont porté leurs fruits, en fait, pour montrer justement que ça sert à quelque chose, cette mobilisation citoyenne? Oui, merci. Déjà, merci à tous d'être là et merci de m'avoir invité. Je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je passe en dernier. Génial. Donc en préparant là, cette conférence, j'avais une dizaine de points. Il y avait 7 points sur la mobilisation. Il y avait 3 blagues. Les 7 points sur la mobilisation ont été déjà adressés par des gens avant moi. Merci Johan, d'ailleurs. L'anecdote sur le colibri, je l'avais marqué aussi. Donc avant de commencer les 3 blagues, je vais d'ailleurs revenir sur un point dont Sarah a parlé, le Gaza Tribunal du coup de Richard Falk. Tu parlais des travaux en cours. La première audience en fait de ce tribunal, c'est le 26 mai. Elle arrive, c'est à Sarajevo. Donc, voilà, faudra la suivre sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment un travail très, très sérieux de fond qu'ils ont fait au niveau du tribunal des peuples. Donc voilà, le 26 mai, ça sera en direct sur pas mal de choses, y compris Instagram. Alors, pour répondre à ta question, j'ai pensé, moi, à cette question un peu de manière philosophique ou ésotérique, tu vois. Et je me suis dit, ce panel, il s'appelle « Imposer l'autodétermination du peuple palestinien ». Mais je sais qu'Anne m'avait dit qu'il y avait une autre idée de titre. Donc là, c'est un spoiler un peu en retard, mais qui était vers l'autodétermination. C'était effectivement le titre original. Du peuple palestinien. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de vers, parce qu'elle implique un chemin, elle implique une construction, et elle implique du coup qu'on est tous à même de faire quelque chose, et comme disait du coup le colibri de Johan, d'apporter notre grain de sable à l'édifice. Et c'est vrai que on est dans un moment là depuis 19 mois de trauma collectif, vraiment, vraiment très très fort. Et je pense qu'on va peut-être en voir les conséquences dans les années futures. Et à un moment où on se sent complètement, comment on dit en français, le mot quand on peut rien faire. Impuissant, merci, complètement impuissant. Et donc oui, on a les gens qui disent qu'est-ce que je peux faire, et je pense qu'à tout niveau on peut faire quelque chose. Dans les corps de métier dans lesquels on travaille, avec ses voisins, avec sa famille, par les médias, il y a vraiment une multitude de choses. Ça peut paraître des fois extrêmement petit, mais ça compte, comme disait encore une fois le colibri de Johan. Et je pense qu'on est dans un moment où ce parcours, ça nous aide aussi, si on voit ça sous la forme d'un parcours, à ne pas se réveiller tous les matins et en se disant « est-ce que la Palestine est libre ?» Parce que si on se pose cette question, on va faire des burn-out après burn-out après burn-out. Si on se pose la question de « on est où à ce moment-là ? On va où demain ? Qu'est-ce qui se passe demain ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine ?» Cette conférence qui fait partie, c'est une autre pierre à l'édifice de la liberté du peuple palestinien et de la nôtre en même temps. Et donc je pense que ça nous aide aussi à tenir debout, de se concentrer sur ces parfois petites victoires, mais qui permettent à la fin de créer un mouvement beaucoup plus global. Et là, en fait, on est vraiment dans un moment décisif, un tournant. Il faut absolument qu'il y ait un avant et un après Gaza 2023-2025. Et ça ne va dépendre que de nous, il faut que ça soit clair. Pour les moins jeunes d'entre nous, et je me mets dans les moins jeunes, après Opération Plomb Durci en 2008-2009, beaucoup d'entre nous s'étaient déjà dit Israël est trop loin, Israël ne pourra plus jamais être vu comme un État démocratique, etc. On y croyait fort et l'histoire nous a prouvé le contraire. Mais là, aujourd'hui, il y a un moment décisif, il y a un tournant
Et la route qu'on va prendre après ce tournant va dépendre de notre implication et de notre mobilisation. J'en arrive du coup à... J'essaie de faire vite aussi. Oui, il faut quand même aussi, parce que là, je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'organisateurs, d'organisatrices. Ce qui se passe depuis 19 mois, les mobilisations qu'il y a eu, les manifestations qu'il y a eu, souvent toutes les semaines, pour ceux et celles qui organisent des manifestations ici, on sait le travail monumental que c'est d'organiser une manifestation. Faire ça pendant 19 mois, toutes les semaines, c'est la preuve de la force, déjà, de notre force du collectif. Tu as parlé tout à l'heure, au début tu as dit on ne va pas parler du pouvoir, mais on va parler de notre... C'est la preuve qu'on a le pouvoir, en fait. Qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses que elle, et je crois qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses qu'on pense que l'on est, vraiment. Dans les pistes de mobilisation, il y en a plein. On va peut-être y revenir après plus en détail. Je voudrais peut-être parler de quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. C'est la flottille qui va à Gaza. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le bateau a été bombardé par des drones. Heureusement, il n'y a pas eu de morts. Mais Israël a un niveau d'impunité, je pense, tel. On se rappelle peut-être dans cette salle de 2010, c'est la flottille du Mavi Marmara, où Israël avait lancé des commandos par hélicoptère et avait tué 9 citoyens et citoyennes du Mavi Marmara, des humanitaires. Donc Israël, là, on parle de 2010. Donc imaginez maintenant. Donc il va y avoir un besoin, cette flottille va repartir. Et je te laisserai l'annoncer du coup, va repartir à la fin du mois de mai, donc c'est là, demain en gros, et il va falloir vraiment les soutenir. La première fois, ils avaient fait un media blackout justement pour qu'Israël ne puisse pas saboter, ça se dit ça ? Ouais. Saboter. Ça se dit vraiment saboter ? Putain, c'est marrant, pardon pour le petit truc qui s'est passé avant, machin. Mais... donc là, au contraire, ils vont faire tout le contraire. Ils vont faire un gros bruit médiatique. Donc là, vraiment, Blast, etc. Qui c'est qu'il y a Politis, l'Humanité, Orient 21, il va falloir être là pour les soutenir. Et parce que je pense que la flottille, c'est un moment, c'est une question qu'on doit se poser à tous. À quel moment la désobéissance civile est de mise ? Et la désobéissance civile, depuis la guerre du Vietnam, c'est très simple. En gros, c'est commettre un acte illégal, enfin déclaré illégal par le pouvoir, pour empêcher un acte plus illégal quelque part de se commettre. Et pendant la guerre du Vietnam, par exemple, aux États-Unis, ils bloquaient des trains d'armement qui allaient vers le Vietnam. Donc, c'était un acte illégal, mais qui empêchait évidemment que ces trains et ces munitions soient utilisés pour bombarder des Vietnamiens. Je finis pour... Oui, est-ce que j'allais dire, donner peut-être d'autres exemples donc, j'y arrive là. Et il y avait du coup, il y a en 2008-2009, du coup, opération Plan Durci, il y avait une entreprise à Brighton, au Royaume-Uni, qui s'appelait EDO, donc E-D-O. Et il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelait Smash EDO. Donc Smash, démonter, fracasser EDO. Et donc ce collectif comme ça se fait beaucoup maintenant avec Elbit, a occupé l'entreprise. Eux, ils ont occupé l'entreprise, ils sont infiltrés dans l'entreprise et ils ont smash IDEO. Ils ont tout cassé à l'intérieur. C'était des millions et des millions de dommages pour l'entreprise. IDEO aussi fabriquait des components qui étaient utilisés par l'armée. Après, ça a été très très compliqué. C'est des mois et des mois, même des années de procédures, etc. Mais le juge à la fin, et c'est une des rares occasions où il a légiféré, on va dire, non, c'est pas du tout ça. Il a en faveur du coup des activistes, en disant tout simplement ça, en fait. Votre acte illégal a peut-être permis de sauver des vies. Et donc, donc c'est pour ça qu'on arrive au moment où on doit tous se poser la question de notre rôle. Un autre exemple. Tu veux un autre exemple ? Je donne un autre exemple. Un autre exemple, au niveau des artistes, moi ça fait pas mal d'années que je travaille avec des artistes au niveau de la mobilisation aussi. Je ne crois pas que les artistes, en tout cas les plus connus d'entre eux, vont nous amener à la libération, mais je pense que stratégiquement, il est important d'utiliser certaines voies pour rendre notre message plus public. Donc le petit exemple, et il y en a dans la salle qui connaissent cet exemple, vers le 20 octobre 2023, donc 2 semaines après le début du génocide, on a écrit une tribune qu'on voulait faire signer par des personnalités publiques, principalement du monde du cinéma. On s'est vraiment lutté pour déjà trouver un médium qui publie notre tribune. C'était une tribune vraiment, parce qu'on est quand même un petit peu intelligent, qui était hyper soft. Ça veut dire cesser le feu, horrible le 7 octobre,
Donc je dis pas ça, c'est pas une blague. Bien sûr, le 7 octobre était horrible, mais je veux dire, on avait mis tout ce qu'il fallait mettre dans cette lettre. On demandait un cessez-le-feu, on ne parlait pas d'apartheid, on ne parlait pas de génocide, on a contacté le Hamas, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a eu beaucoup de mal à trouver des noms, on a trouvé quand même 90 noms à l'époque. Donc ça, c'était octobre 2023. Là, récemment, il y a eu le Festival de Cannes. On a, avec plein d'autres, y compris dans la salle, refait une tribune au Festival de Cannes, adressée encore une fois au monde du cinéma. C'est une tribune où il y a tous les mots, par contre. Il y a génocide, il y a nettoyage ethnique, il y a complicité, il y a tous les mots. La tribune a été signée à ce jour par 909 personnes. Ce qui se passe, c'est qu'on a des gens, y compris des gens très connus, qui nous appellent et qui nous engueulent parce que leur nom n'est pas sur la tribune. Donc on sait aussi que c'est parfois parce qu'ils veulent pas... En fait, alors, on en arrive à un point, je crois, où plus prendre position pour la Palestine, ça fait du mal aux relations publiques de marques, d'acteurs et d'actrices, etc. Alors c'est vraiment... mieux vaut tard que jamais. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment crucial et on sent ce changement. Les gouvernements récemment qui ont annoncé soudainement qu'ils veulent faire des choses. Bon, il n'y a que des mots, hein, on est d'accord, il ne faut pas trop s'exciter. Il n'y a que des mots, mais c'est grâce à nous. Il faut être vraiment clair là-dessus. S'il n'y avait pas eu la mobilisation depuis 19 mois, rien de cela se serait passé. Et vu que c'est que des mots pour l'instant, il faut vraiment continuer pour que ces mots se transforment en actes. Je peux faire une dernière petite conclusion, parce que c'est un truc que j'avais écrit et que j'aime bien. D'accord. Et après, alors, je vais tourner la page. Avoir quelques minutes parce que j'avais. Non, parce que je pense vraiment que la Palestine, Angela Davis disait récemment, la Palestine est au centre en ce moment de la lutte antifasciste, de la lutte. Parce que, tiens, il y a Rima à côté de moi. Rima, elle est attaquée tous les jours parce qu'elle est palestinienne, mais aussi parce que c'est une femme, en fait. Et donc, on est dans un combat où c'est les fascistes, en fait, qui attaquent Rima pour plein de raisons, et pas seulement parce qu'elle est palestinienne. Donc, il y a ce niveau de layers qui est vraiment important à prendre en question. Ma conclusion, je me rappelle la première fois que je suis allé en Palestine en 2007, je suis allé au camp de réfugiés de Haïda, qui est vers Bethléem, et à l'entrée, beaucoup connaissent peut-être ce camp, et en tout cas cette image, à l'entrée du camp de Haïda, il y a comme une arche, un peu comme ça, et au-dessus, il y a une énorme clé. Bon, la clé, je me dis que vous connaissez tous le symbole, hein, c'est la clé du droit au retour. C'est la clé que les Palestiniennes ont gardée dans leurs mains en 1948 quand ils sont fait expulser 2 tiers d'entre eux lors de la Nakba par les forces du Haganah, donc pré-armée israélienne. Des militionnistes. Ouais, des militionnistes. Mais j'ai compris aussi, à ce moment-là, en fait, que la Palestine, c'était un symbole et c'est de tout ce qui allait mal, en fait, comme un microcosme de tout ce qui allait mal, en fait, dans le monde dans lequel on vit, mais que c'était aussi une clé et une porte vers un monde complètement différent, en fait. Un monde plus équitable, plus juste. Et en fait, ce monde-là, il reste totalement à construire, mais je pense qu'on est tous là, les architectes de cette construction. Voilà. Et bien sûr, Free Palestine. C'est tellement beau que j'hésite à poser mes 2 dernières questions. Il nous reste juste quelques minutes. J'avais une question quand même que je voulais poser. Je vais la poser à Ziad Majed parce que pour une fois, les femmes ont parlé plus que les hommes et ça n'arrive pas souvent dans une conférence. On parle de plus en plus d'ONG, d'aide humanitaire, etc. Il y a vraiment aujourd'hui, donc quand finalement on a quelques États, etc. qui se mobilisent, ils le font vraiment et même médiatiquement, vraiment via le prisme en fait de l'aide humanitaire. Et il y a vraiment cette individualisation des Palestiniens. On répond à des besoins primaires. Or, quand on parle de droit à l'autodétermination, si on parle de peuple, en fait, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Donc, est-ce que une des choses contre lesquelles il faut lutter aujourd'hui, c'est pas justement, tout en gardant en tête le droit au niveau individuel, le droit des personnes et l'égalité des droits dont on parlait Rima tout à l'heure, continuer à penser les Palestiniens en tant que population, en tant qu'être politique, en fait. Tout à fait. En fait, c'est ce que je pense dans une des tables rondes, ce qui a été évoqué dès le début, et peut-être Anne l'avait dit aussi au début, c'est qu'on est face à une catastrophe humanitaire, mais c'est une catastrophe qui a été faite par un État, et les raisons sont politiques.
politique, il y a un aspect de droit international, il y a un aspect relié à toute cette histoire coloniale. Donc la dépolitisation de l'aide humanitaire aujourd'hui, bien que cette aide est plus que nécessaire, bien que la mobilisation des organisations humanitaires est très importante, bien que le travail de plusieurs médecins et corps médicaux qui partent à Gaza ou qui essayent d'y aller pour travailler est extrêmement important, mais de garder tout le temps en tête la question politique qui est au centre de cette guerre génocidaire menée contre les Palestiniens. Donc c'est très important. Et je ne veux pas du tout paraître ni dans un pessimisme, ni dans une crainte que le temps est quand même contre les vies des gens. Donc c'est vrai qu'il y a un combat à long terme à mener dans tous les secteurs, au niveau des corps professionnels. Ça a beaucoup tardé en France, la mobilisation des journalistes après l'assassinat et le massacre de journalistes à Gaza. Ça tarde encore au niveau des universitaires, même s'il y a de plus en plus d'individus et de groupes qui se constituent pour créer un jour une université en ligne ou pour soutenir pédagogiquement le corps académique palestinien. Il y a au niveau d'autres corps professionnels aussi une mobilisation qui commence, mais tout cela prend du temps et entre-temps, nous vivons depuis 18 mois avec un génocide. Je ne veux pas dire qu'on normalise, mais vivre avec ce génocide devient de plus en plus lourd de conséquences, parce que moi je suis d'accord qu'il y a un avant et un après Gaza 2023-2025, le monde n'est plus le même, nous ne sommes plus les mêmes. Notre rapport aux gens autour de nous ne sont plus les mêmes, ni dans nos milieux professionnels, ni dans nos milieux sociaux. Notre relation à plein d'espaces a changé depuis Gaza 2023-2025. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours garder le politique au sein de cette réflexion qu'on a autour de la Palestine, parce que c'est une question qui reste politique, qui est aujourd'hui même existentielle pour les Gazaouis. Et je reviens à ce que tu disais, Lubna, c'est que finalement, la question terminologique est très importante, y compris au sein de la société civile. Choisir les termes, connaître exactement de quoi on parle et garder en tête que la question de l'autodétermination, c'est une question qui est importante, cruciale pour des millions de gens en Palestine historique, mais aussi à l'extérieur. Et surtout, j'entends souvent dans des milieux militants une métaphore qui est poétique, qui est magnifique, que Mahmoud Darwish, traduit par Elias Sambar, a rendu accessible à tout le monde, la comparaison avec les Indiens. Mais les Palestiniens sur le terrain ne sont pas les Indiens d'Amérique. Ils sont encore 7 millions en Palestine historique. Ils sont loin d'être génocidés comme l'auraient souhaité les Israéliens ou les chefs israéliens dans tous leurs rêves et dans toutes leurs aspirations. Donc il y a encore un combat à mener et on peut tous et toutes contribuer à ce combat. Dans les universités américaines, ce qui a rendu les lobbies israéliens et pro-israéliens enragés contre la mobilisation, c'est le fait qu'il y a eu l'articulation des luttes. C'est le fait que Black Lives Matter, que le mouvement féministe, que MeToo, que les pro-palestiniens, que tous ceux qui luttent contre les discriminations ont considéré qu'à un moment donné, la Palestine est le symbole de toutes ces luttes-là, et que la Palestine incarne à la fois tous les mots, M-A-U-X, et aussi tous les espoirs et toutes les valeurs. Et donc c'est cette articulation qui a mené aujourd'hui à la politique de répression contre les étudiants, contre les professeurs, d'où l'importance de poursuivre et d'où l'importance de considérer que tant qu'il y a des millions de Palestiniens en Palestine historique qui se battent, qui restent sur place malgré toutes les horreurs, tout ce qu'on fait doit contribuer autant qu'on peut à soutenir ce combat-là, à soutenir les Palestiniens dans leur existence aujourd'hui à Gaza, comme dans leur droit à l'autodétermination en général. Merci.
Merci Zied. C'est très frustrant. 1 heure, c'est vraiment peu, surtout avec 4 intervenants. Donc malheureusement, l'heure passe très vite. Juste 2 points pour finir vraiment très rapidement, parce que je crois qu'on a même dépassé de quelques minutes. Le premier, c'est que Franck parlait tout à l'heure en fait des actions de désobéissance civile, etc. Il y a aujourd'hui des groupes qui vont justement dans des entreprises, qui entrent dans des entreprises qui vendent des armes ou des composants d'armes, etc. à Israël, qui font des actions de sabotage. Ils passent devant les tribunaux et ils ont l'intelligence de transformer des procès donc en justice correctionnelle ou pénale en procès politiques. Et ça, c'est très important. Ça permet d'avoir des témoins de contexte et ça permet de mettre les choses dans leur contexte. Une chose à garder en tête, justement, en termes de responsabilité civile, on ne peut pas mettre 70 millions de personnes en prison. Donc, à un moment, comme disait Zied, comme vous l'avez tous dit ici, nous avons tous et toutes notre part de responsabilité. Chacun doit agir à son niveau. Et en attendant, Free Palestine de la mer au Jourdain. Oui, juste une dernière information sur une initiative, certains en ont peut-être déjà entendu parler, mais c'est la Global March pour Gaza, qui part le 12 au Caire. Mais donc, suivez la page, ce sera plus simple, qui est sur Instagram et de tous les réseaux. Mais donc, il y a déjà plus de dizaines de délégations de différents pays qui se sont déjà préparées et organisées pour venir à cette marche. Et il y a des délégations, du coup... Ah oui, jusqu'à Gaza. L'objectif, c'est d'obtenir des autorités égyptiennes une coopération pour garantir la sécurité, qu'on puisse marcher jusqu'à Rafah. Donc voilà, on compte sur vous. On sera nombreux à y être. Il y a une délégation de plusieurs députés qui est en train de se préparer à l'échelle nationale, mais également sur le plan européen. Et du coup, je vous annonce, parce que c'était en complément de ce qu'a dit Franck, mais je serai sur la prochaine flottille qui part. Et je serai avec notamment Greta Thunberg. Il y aura une journaliste de CNN, si je ne me trompe pas, et l'équipe de la flottille, et le capitaine est français. Merci à toutes et à tous.